Bonjour à tous et bienvenue sur Ultra Green. Aujourd'hui, on va parler d'open innovation, mais aussi d'open source. Jingle! Alors, le sujet du jour, effectivement, c'est l'open innovation. Alors, effectivement, on va le regarder en essayant de regarder quelles sont les interactions qu'il peut y avoir entre l'open innovation et l'open source. Notre objectif, c'est de découvrir des principes pour innover en ouvrant sa société, en ouvrant la structure dans laquelle on est, pour pouvoir recevoir encore plus d'innovation. Et donc, effectivement, un des moyens va être l'open source. Alors, on va d'abord commencer par essayer de donner une définition de ce qu'est l'open innovation. Et c'est pas la définition, c'est pas la mienne, c'est quelqu'un qui est à l'origine du terme. Henry Chesebrough, qui est un docteur à Berkeley et Harvard, un enseignant-chercheur, et il a donné cette définition. C'est une stratégie d'innovation qui dépasse les frontières de l'entreprise en utilisant des flux de connaissances entrants et sortants, et puis même certaines, des fois couplés, pour accélérer l'innovation interne et étendre les marchés pour l'utilisation externe de l'innovation. Alors, en substance, qu'est-ce que ça veut dire? L'objectif, c'est d'accélérer les processus d'innovation, de réduire les coûts de recherche et développement, d'accéder à des nouvelles compétences technologiques et de créer des nouveaux modèles d'affaires. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme exemple d'application de mise en œuvre de l'open innovation? Typiquement le crowdsourcing d'idées, les partenariats avec des startups, c'est-à-dire effectivement faire des pépinières, faire de l'incubation de petites structures qui vont être plus dynamiques, plus promptes à innover, et puis du co-développement avec des partenaires, avec des clients, avec des fournisseurs, qui vont effectivement apporter une matière supplémentaire que l'entreprise ne traite pas par elle-même. Alors, je l'ai dit, il y a il y a deux types majeurs de concepts d'application de l'open innovation. L'application entrante, donc l'intégration de nouveautés, de nouvelles sociétés, de nouveaux principes, de nouvelles idées, de nouvelles technologies venant de l'extérieur. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'open innovation sortante. Donc là, c'est changer les principes de commercialisation, les multiplier, commercialiser de l'innovation interne via des partenaires, via des structures qui nous permettent de se démultiplier sur le marché. Et enfin, il y a l'approche couplée qui est à la fois un peu des deux, inbound, outbound, et donc effectivement les co-développements avec des partenaires stratégiques sont des exemples d'open innovation couplée. On va regarder ce qu'est le modèle fermé d'innovation dans une société, pour commencer, pour justement essayer de découvrir en quoi ça change avec l'open innovation. Le principe, c'est typiquement, l'entreprise, il y a des idées qui naissent dans l'entreprise, et ces idées, elles vont devenir des projets. Certains de ces projets vont aboutir à quelque chose de concret, ils vont sortir de la phase d'étude du projet, et on va aller jusqu'au développement d'une solution, d'un produit, d'un service, et enfin, passer à la commercialisation de ce produit et de ce service. Mais on est sur un goulet d'étranglement, on est sur une structure qui se referme, l'entreprise par elle-même ne va pas pouvoir traiter énormément de projets, d'abord parce qu'il faut les moyens pour le faire. Après, une bonne société, c'est une société qui sait prendre des risques, et pour pouvoir avoir le bon projet, il faut forcément en tester plusieurs. Malgré tout, il y a quand même ce phénomène de fermeture de l'ensemble des produits et services qui peuvent être incubés, fabriqués à un instant T, à un même moment dans l'entreprise. Alors, l'open innovation, qu'est-ce que ça change? Donc, on a exactement la même chose qui persiste dans l'entreprise. On peut continuer à travailler comme on le faisait, c'est-à-dire produire à partir de ses propres idées, mais on laisse de la place, cette fois-ci, pour des technologies, des idées qui viennent de l'extérieur de l'entreprise et qui vont effectivement, par contre, potentiellement être incubées dans l'entreprise, avec des partenaires potentiellement, mais peut-être par l'entreprise elle-même. On peut faire de l'insourcing, on peut faire de l'acquisition et du partenariat, c'est ce que je viens de dire. Mais par contre, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'on va démultiplier la capacité de développer des solutions. Alors effectivement, on peut le faire soi-même, mais on peut le faire via de la licence, mettre en place une licence sur une idée et puis faire développer par une autre société et faire du partenariat, faire de la filialisation externe, du spin-out, de la diversification.
Et puis effectivement, on peut, dans la phase de commercialisation, commencer à laisser des structures qu'on a spin-off, hein, des filiales, d'autres entreprises. Ou alors, effectivement, on peut commencer à se dire, on fait du partenariat avec des structures internes ou externes pour aller chercher, capturer de nouveaux marchés qu'on n'avait pas adressés jusqu'à présent. Ce qui est important de voir, c'est qu'effectivement, au centre, on a plusieurs produits qui peuvent être gérés en interne parce que l'effort qu'on a eu de recherche et développement étant plus faible, parce qu'on bénéficie d'idées externes, on va pouvoir effectivement le passer beaucoup plus, cet effort, ce besoin en termes de ressources humaines, dans la réalisation, dans la construction et le développement des solutions dans notre structure. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, on parle d'un élargissement de la façade de marché. Un très net élargissement, soit par du partenariat, soit par du spin-off, soit par de la capture de nouveaux marchés, soit par l'augmentation du nombre de projets qui aboutit sur le marché. On aurait très bien pu mettre plus de petites pastilles bleues sur son cœur de marché, le cœur de marché de l'entreprise elle-même. Alors, les types d'open innovation. On l'a vu, hein, inbound open innovation, outbound open innovation, alors la couplote c'est un peu le mélange des deux. Le concept, pour l'inbound, c'est faire entrer des idées, des technologies ou des connaissances de l'extérieur vers l'intérieur de l'entreprise. Donc on l'a vu, hein, crowdsourcing, solliciter des idées auprès d'une communauté plus large. Et là, pour le coup, on va bien parler d'open source aussi, parce que ça peut être faire rentrer des concepts et des idées par le biais de l'open source, par le développement de la culture de l'open source dans l'entreprise, pour augmenter la disruptivité, l'innovation à l'intérieur de son entreprise. La co-création, développer des produits, des services avec des clients et des partenaires, le partenariat stratégique, pour le coup, collaborer avec des startups, des universités, des grosses structures, et même des fondations open source potentiellement. Et puis, il y a aussi l'acquisition, racheter des entreprises innovantes, c'est-à-dire surveiller, faire une veille de l'ensemble du vivier d'entreprises sur un secteur donné, sur lequel on cherche à se positionner ou sur lequel on veut effectivement commencer à se positionner, hein, clairement. Maintenant, on va regarder l'outbound open innovation. Donc là, le concept, c'est de laisser des idées. C'est le contraire, c'est laisser ces idées, des technologies ou des produits qui sont développés chez soi, sortir de l'entreprise pour créer de la valeur ailleurs. Une entreprise qui l'a fait très très tôt, et j'ai même fait une vidéo sur le sujet, c'est Xerox, avec le Palo Alto Research Center. On était typiquement sur ce genre d'initiative. Alors effectivement, peut-être qu'à l'époque, ils étaient peut-être pas complètement prêts pour vraiment tirer eux-mêmes les fruits de cette démarche d'open innovation en outbound, mais en tout cas, c'est exactement le modèle. Alors les exemples. Effectivement, là, il va falloir parler de licence de propriété intellectuelle, vendre ou louer des brevets ou des technologies. Voilà, c'est peut-être le sujet, de ne pas laisser son innovation partir comme ça en liberté, ou pourquoi pas, à la rigueur. Et typiquement, on verra des modèles, même chez les GAFAM, où on fait ce genre de choses, en laissant de l'open source, et avec l'open source, c'est exactement de ça qu'on va parler, de laisser les choses sortir de l'entreprise on verra, il y a une motivation à faire ce genre de choses. On parlera probablement de volonté de créer des standards ou des choses qui vont permettre à un écosystème dans lequel on a aussi sa propre valeur de pouvoir mieux se démocratiser. On va avoir effectivement les spin-offs, les essaimages, hein, créer des nouvelles entreprises, faire des filiales à partir de projets internes. La vente de technologies non stratégiques, donc oui, c'est quand même effectivement important de se dire, on fait attention à garder chez soi quand même ce qui fait la valeur de l'entreprise. On l'a vu, on avait parlé des open core, il faut faire attention sur les modèles qu'on va mettre en place. Céder des actifs qui ne sont plus au cœur de l'activité. Des plateformes ouvertes. Donc là, on est typiquement en train de parler d'open source et de ce qu'on retrouve dans les écosystèmes de développement logiciel open source. Mettre à disposition des API pour les tiers, mais aussi mettre à disposition du code, carrément. Faire de l'open source. Alors, on va un petit peu plus loin sur les concepts d'inbound et d'outbound open innovation, et on va regarder les outils et les méthodes associées. Alors, parlons d'inbound. Les plateformes d'idéation, de crowdsourcing, exemple Innocentive, Nine Sigma, plateforme interne dédiée, on peut avoir ses propres outils, donc en gros des structures d'accueil pour faire de l'idéation, pour faire de la construction collective d'idées. Les hackathons et les datatons,
créer des événements, faire en sorte que sa société mette en place des événements publics sur lesquels on challenge des personnes de tous horizons, étudiants, petits entrepreneurs, patrons de start-up, kidam, pour vraiment essayer de venir dire tiens, on aimerait bien essayer de faire de l'émulation collective sur un sujet. Bon, alors il faut jouer le jeu, il faut que dans son entreprise aussi on mette de la valeur et qu'on propose cette valeur de façon ouverte, en open source. Mais typiquement, on retrouve ça régulièrement sur des sujets de recherche scientifique. Typiquement, un exemple très précis en algorithme post-quantique pour la crypto, bah, il y a eu effectivement ce genre de choses pour créer une. Alors effectivement, il y a un incentive, hein, je veux dire qu'il y a quelque chose, il y a un incitatif financier derrière, mais ça permet potentiellement de faire de la recherche collective d'idées. Appel à projet, challenge, à lancer des défis pour attirer des solutions innovantes, montrer qu'on est présent sur certains sujets et qu'on a envie de faire avancer le sujet, mais dans une démarche collective. Donc ça, c'est très intéressant. Des partenariats de recherche et développement avec d'autres sociétés, collaborer avec des universités aussi, des centres de recherche, mais aussi c'est vraiment faire cette fonction d'incubateur de start-up. La veille technologique et concurrentielle. Alors oui, les deux vont de pair, et c'est ce que je disais, il faut regarder ce qui se fait, il faut être à l'écoute du marché, il faut être à l'écoute des technologies, mais il faut être à l'écoute du marché. Donc scanner régulièrement l'écosystème pour identifier tout ce qui va être innovation émergente. Les vraies innovations, pas la bullshit innovation, la vraie, celle qui apporte de la valeur. Et c'est important, pour moi, de bien être clair que le but, c'est pas de faire de l'open innovation pour du bullshit, c'est dans une démarche RSE pour l'entreprise, avec la volonté de produire de la valeur encore plus pertinente et environnementalement pertinente aussi. Alors, on finit sur l'Inbound Open Innovation avec les incubateurs, les accélérateurs d'entreprise. Soutenir et intégrer des startups, c'est la notion de pépinière que j'évoquais tout à l'heure et que j'avais aussi un peu évoqué juste avant. Et maintenant, on passe sur l'Outbound Open Innovation. Donc, on l'a dit, là, il est nécessaire quand même de bien être vigilant sur les aspects de propriété intellectuelle, de licence. Alors, de licence au sens le plus large possible, de licence ouverte ou de licence propriétaire. De voir aussi, effectivement, sur des aspects bien concrets, comment conserver sa valeur, comment être en mesure de continuer à faire en sorte que l'entreprise puisse fonctionner. On l'a vu, hein, les structures open core, quand on parle d'open source pour du logiciel, ou les modèles qui sont un peu similaires en open hardware, c'est un équilibre très compliqué à trouver entre savoir tirer les bénéfices de l'approche open source dans le modèle open core, et puis effectivement contribuer, avoir une démarche vertueuse collective et un peu dans une démarche un peu durable. Je ferai probablement une vidéo sur l'open source et la durabilité et sur les objectifs de développement durable. Mais voilà, effectivement, de toute façon, ça reste une entreprise, et une entreprise, je l'ai dit à de nombreuses reprises, elle doit gagner de l'argent, parce qu'elle doit être en capacité d'innover. Alors effectivement, je préfère que les entreprises soient dans une démarche où elles gagnent de l'argent, donc elles investissent, elles créent de l'emploi, mais elles créent aussi de la valeur collective, elles créent de la valeur pour elles, et c'est important de le dire qu'elles en créent pour elles, parce qu'elles ont des salariés, parce qu'elles ont des actionnaires qui effectivement ont besoin d'avoir le retour sur le risque qu'ils ont pris. Mais on doit s'arrêter là. La création de spin-off et l'essaimage. Donc oui, ça, ce sont des mécaniques extrêmement importantes de se dire je ne suis pas forcément en mesure de garder dans ma structure cœur la capacité de pouvoir traiter tel ou tel sujet, mais ce serait quand même dommage de passer à côté d'une opportunité. Je fais un spin-off. Je crée une filiale, je crée une structure qui va permettre d'adresser un projet en créant une entreprise qui va devenir indépendante, avec ses propres moyens, mais potentiellement avec le soutien de la maison mère. Les ventes de technologies, les brevets, ça va avec le premier item que j'avais listé, céder des actifs technologiques qui ne sont plus stratégiques pour l'entreprise. Ça permet aussi quelque part de créer son maillage d'innovation et de se créer son réseau de sociétés partenaires avec lesquelles on veut travailler et avec lesquelles on veut continuer à travailler. La mise à disposition d'API et aussi de code, API, Application Programming Interface pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ouvrir des fonctionnalités ou des données pour que
développeurs externes créent de nouveaux services. C'est-à-dire, on peut faire du logiciel open source, mais on peut aussi se dire, je mets à disposition des API, et ces API peuvent être c'est encore mieux si elles sont mises à disposition de façon assez ouverte pour qu'effectivement quelqu'un puisse les tester, regarder ce qu'elles permettent, les intégrer, les fédérer avec ou les composer avec d'autres services pour pour créer un service de valeur ajoutée encore plus importante. Alors effectivement, il y a aussi le capital risque, hein, tout ce qui va être le venture capital, hein, comme corporate venture capital, investir dans des startups. Donc ça va avec cette veille technologique et concurrentielle qu'il faut avoir dans la démarche inbound. Il faut en outbound, du coup, se servir de ce qu'on a reçu et ce qu'on a détecté à l'extérieur pour regarder comment on peut interagir sur ces structures. Alors, l'open source software et l'open innovation, ça a évidemment des fondations qui sont partagées, des points communs. On va essayer de les regarder. Alors, dans les premiers points communs, on a les principes de collaboration externe. Les deux modèles reposent sur l'engagement et la contribution d'acteurs externes et internes, hein, en commun, individus, entreprises, communautés. On parle d'intelligence collective, et c'est pour ça que j'en parle sur Ultra Green, parce que ça a des racines qui sont très proches de l'open source. C'est une démarche qui est proche de l'open source, qui n'a pas forcément la même finalité, mais en tout cas, c'est une entreprise qui s'intéresse à l'open innovation, elle est en train de devenir un petit peu plus aware sur la façon de produire de la valeur et d'innover. La transparence, le partage et les écosystèmes pour que ça soit possible. Effectivement, la volonté d'ouvrir ces processus. Donc là, par contre, il peut y avoir des conditions d'ouverture. Il doit y avoir des conditions d'ouverture. Après, le but, c'est de se dire, regardez ce qu'on propose en open source, c'est de se dire, je vais avoir un gain à mettre en collectif. On en a déjà exposé, hein, les gains sur la construction de standards, les gains d'image, les gains sociaux, et puis quelque part aussi des gains beaucoup plus directs pour l'entreprise, la valeur, l'acquisition de valeur, le maintien en conditions opérationnelles des solutions, le coût du maintien en conditions opérationnelles des solutions, et typiquement sur l'open source, largement réduit pour l'entreprise parce qu'elle tire le bénéfice du maintien collectif communautaire. Et puis, dans cette transparence, ce partage, il y a aussi la construction de réseaux de partenaires. Et ça fait partie, de mon point de vue, des piliers d'un open source programme Office dans une entreprise, que de créer ce réseau de partenaires, de créer un maillage d'entreprises avec lequel on va travailler, avec lequel on est en mesure de pouvoir faire du travail collectif, et justement parce que dans l'ADN, parce que dans cet écosystème, il y a les valeurs de l'open source. Accélération de l'innovation. Alors, l'ouverture permet de mutualiser, bah oui, évidemment, hein, plus il y a de personnes qui interagissent, de mutualiser les efforts, pardon, plus il y a de personnes qui agissent sur un même sujet, plus on va accélérer le développement des solutions. Plus il va y avoir de contributeurs sur un projet, plus potentiellement il y a de l'idée, de la valeur qui arrive, mais en plus il y a de la vélocité sur la capacité de faire et du volume qui va être produit plus important et plus rapidement. La réduction des risques et des coûts et l'accélération de ce phénomène en partageant l'effort, alors le fardeau, l'effort de recherche et développement et des activités de développement, on réduit de là les risques et les coûts. Pouvoir lancer plusieurs projets pour une entreprise, oui, j'ai dit que c'était le leitmotiv de toute bonne entreprise qui veut effectivement performer. Une des façons, c'est de se dire il y a 30 000 façons différentes de lancer plusieurs projets. Il y a la capacité à pouvoir le faire en interne quand on est une grosse entreprise, mais il y a la capacité de le faire avec les autres quand on est une plus petite structure. Et donc de diluer l'effort et les risques à faire quelque chose. C'est un peu comme les racines du système boursier quand il était encore nom, de se dire les Hollandais qui se faisaient couler leurs bateaux par plein de pirates, ils ont décidé de faire en sorte qu'ils étaient tous un peu propriétaires de chacun des bateaux, comme ça si jamais ils perdaient un bateau, le risque était partagé avec les autres. L'open innovation, c'est la même chose pour les idées. La construction de communauté et d'intelligence collective. Ah, c'est mon leitmotiv, ça. Je pense que il doit y avoir une vidéo sur deux où je parle d'intelligence collective, et c'est pour ça que je parle d'open innovation, parce qu'on est complètement en train de parler d'une démarche de construction collective, communautaire, et de mise en œuvre de l'intelligence collective. La décentralisation, pareil,
Là, je vais sûrement un peu dériver dans la politique parce que je pense que c'est assez global, mais les structures qui fonctionnent sont des structures qui savent travailler à la décentralisation. Éviter le fait qu'on ait une structure refermée sur elle-même qui du coup va pas être attentive au marché, va pas être attentive à la concurrence, va s'auto-suffire dans sa gouvernance. Et effectivement, parler d'open innovation, ça veut dire déjà casser le modèle centralisé et probablement le faire en profondeur dans son entreprise pour justement aller... on avait aussi parlé sur UltraGreen d'inner source, qui sont l'application des pratiques de l'open source à l'intérieur d'une entreprise. On est aussi là en train de parler de démarche de décentralisation. C'est aussi quelque chose qui pour moi est extrêmement important, la décentralisation. Alors, par contre, il y a des différences clés et on va essayer de les regarder et de les analyser les unes par rapport aux autres. Donc, entre Open Innovation à gauche et Open Source Software, qu'est-ce qu'on a? On va avoir d'un côté l'open source, c'est vaste, produits, services, processus, modèles d'affaires, technologie. L'open source software, là, on se restreint au niveau porté sur la partie logicielle, sur le code, sur l'open hardware aussi, ce qu'on a vu sur le hardware, et sur les données, sur les standards. Donc effectivement, l'open innovation, c'est quelque part un élargissement des principes qu'on a vus avec l'ouverture du logiciel. Et quelque part, historiquement, c'est comme ça que ça se passe. La motivation principale, on l'a dit, une entreprise, elle est là pour faire du bénéfice, pour faire des profits. Donc on a une stratégie d'entreprise, des avantages concurrentiels à construire, des accès à des marchés, des profits, de l'efficacité. Alors que de l'autre côté, en open source software, si on reste sur le principe de l'open source, c'est pas dans son application. Là, on est sur de la collaboration technique, de la liberté logicielle, de la fiabilité, de la sécurité, le gain de la construction communautaire et puis les atouts de la gouvernance communautaire distribuée. La gestion de la propriété intellectuelle. Alors, en open source innovation, pardon, c'est souvent complexe. Il faut se mettre d'accord sur des licences, il faut définir des cadres de copropriété, gérer des brevets, du secret commercial. En open source software, c'est plus simple. On définit par des licences spécifiques, GPL, MIT, Apache, l'ouverture du code, son ouverture. Alors, le niveau de contrôle et de gouvernance. Souvent, en Open Innovations, l'entreprise initiatrice et ou le consortium conservent le contrôle significatif sur l'orientation et l'exploitation finale des idées et de ce qui a été et de ce qui a été ouvert et sur lequel elles s'accordent à s'ouvrir. Par contre, en open source software, le contrôle devient effectivement très souvent distribué au sein de la communauté. Quand on est réellement sur un principe open source avec une structure type open core typiquement, et on peut perdre ce contrôle exclusif de la solution. Alors les modèles économiques, là c'est directement lié à de la valeur pour l'open innovation, décidément. C'est directement lié à de la valeur monétisable, produits, services, licences, alors que en open source, là on va avoir quelque chose de plus indirect. On va avoir quelque chose qui est ouvert, sur lequel on va pas avoir directement la valeur monétisable, mais par contre on va monétiser des services, du support. Alors ça, je vous encourage à aller voir ma vidéo sur l'open core, sur les open core, qui va l'expliquer de façon encore plus détaillée. La nature de l'ouverture. En Open Innovation, on ouvre les idées, les compétences et l'externalisation de ressources, l'exploitation de ressources externes, dans les deux sens. En Open Source Software, on ouvre du code. Et puis, effectivement, cette ouverture, elle vient avec les 4 droits qu'on retrouve régulièrement sur l'open source, mais notamment le droit de modifier et de redistribuer librement. Alors, les acteurs. En Open Innovation, c'est les entreprises, les universités, les startups. En Open Source Software, c'est beaucoup plus large. Développeurs, communautés, fondations, Open Core, donc entreprises, universités aussi, startups aussi, finalement, j'aurais très bien pu les remettre. C'est beaucoup plus vaste. Comment on mesure qu'on a réussi à mettre en place les choses correctement pour faire de l'Open Innovation ou de l'Open Source? Donc, en Open Innovation, on parle de quelque chose qui est au profit de la valeur monétisable de l'entreprise. Donc, c'est des retours sur investissement, c'est de la réduction des time to market, c'est de l'acquisition de parts de marché. Et par contre, côté Open Source Software,
si on en parle encore une fois dans sa définition globale, c'est du gain en adoption, de l'augmentation du nombre de contributeurs et de la qualité du code et du maintien en condition opérationnelle, comme je l'évoquais tout à l'heure. Alors, les enjeux. Donc, opportunités ou défis, donc en open innovation, en open source et au niveau commun. On va commencer à regarder les choses au niveau commun. Donc, les enjeux, le premier, qui est commun dans les deux cas, c'est de modifier la culture de l'entreprise. Fabriquer une culture de l'ouverture, de la confiance et du partage. C'est changer ses modes de gouvernance, comment gérer de la contribution externe, comment le faire dans un cadre sécurisé, en continuant à garder de la valeur, quand on est plutôt du côté open innovation, mais quelque part dans les deux cas, puisque open source, on va parler d'open core, c'est la même chose. Gérer correctement sa propriété intellectuelle. Oui, la propriété intellectuelle, c'est pas parce qu'on fait de l'open source qu'on ne doit pas gérer sa propriété intellectuelle. Une licence open source, ce n'est pas une perte de propriété intellectuelle. Je l'ai déjà dit, je le redis, c'est extrêmement important. Et dans tous les cas, c'est savoir attirer et retenir les talents pour maintenir son code open source, pour produire des idées novatrices, disruptives. Donc voilà, là on a ces enjeux communs. Le dernier, c'est la gestion des risques. Hein. On voit qu'effectivement, l'objectif, c'est de partager les risques sur du logiciel ou sur de l'idée et de la valeur, quelque part. En faisant attention aux problématiques sur nos dépendances externes et les acteurs avec lesquels on veut jouer et on va jouer, la sécurité, la qualité des données dans les deux cas. Maintenant, on va regarder côté Open Innovation. Alors, intégration. Comment intégrer efficacement les idées et les technologies externes. C'est compliqué comme exercice, ça veut dire comment il faut savoir mesurer la qualité de ces idées, il va falloir aussi être, il y a quand même des éléments de méfiance, effectivement, il va falloir construire quelque chose qui est du domaine du Web of Trust avec ses partenaires, hein, de définir des règles pour éviter au final que les choses dégénèrent et puis qu'on n'ait pas les gains de faire cette ouverture. Donc ça passe par effectivement construire des partenariats solides avec des acteurs solides et de confiance, c'est ce que j'identifiais par le Web of Trust. La sélection et le management des collaborations, donc effectivement, il est quand même, à mon avis, il est nécessaire de mettre en place des gens dont le métier est de porter l'open innovation, qui comprennent les règles du jeu et qui comprennent les risques qui vont avec pour que les choses soient le plus efficaces possible. Et le maître mot qui est caché derrière, c'est le terme de confiance. Quand on partage, ça n'est possible que quand il y a de la confiance. Alors, ça c'est extrêmement important. Le NIH, Not Invented Here, syndrome de résistance, c'est intrinsèque aux entreprises qui ont un petit peu de bouteille, malheureusement. Syndrome de résistance, la culture interne, surmonter les résistances sur le fait que oui, on peut travailler avec des partenaires extérieurs, oui, on peut trouver du positif à partager. Souvent, il y a une peur sur ce principe de se dire déjà, est-ce que c'est bien d'utiliser une technologie qu'on n'a pas fabriquée nous-mêmes Il y a une modification culturelle qui doit s'opérer. Alors maintenant, parlons d'open source. La pérennité du projet, c'est quelque chose qu'on a vu régulièrement, effectivement, le nombre de petits projets, la masse énorme de petits projets sur lesquels le maintien n'est pas toujours, parfait. Et effectivement, on a vu que consommer de l'open source, ça s'apprend. Donc là, il faut effectivement l'OSPO. Mais quelque part, là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'un peu l'OSPO, c'est aussi une composante où l'inverse de l'OSPO peut venir une structure de gouvernance de l'open innovation et réciproquement. Enfin, on voit qu'il y a des enjeux communs. Les modèles de support. Alors effectivement, ça c'est pareil, je vais pas revenir, hein, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, hein, qui fournit le support technique, comment il est financé, toutes ces problématiques autour de la supportabilité. Je vous engage à voir l'une des premières vidéos que j'ai fait sur Ultra Green concernant justement le modèle Make With et justement qui traite de ces problématiques de support. La fragmentation, ça c'est quelque chose qui est intrinsèque, c'est un risque intrinsèque de l'open source, les risques de fork, les divergences, c'est pareil. J'ai déjà quelques vidéos hein, sur le sujet, notamment sur les licences SSPL et Redis. Je vous encourage aussi à aller la regarder. Les modèles économiques, la viabilité financière des contributeurs. Et c'est extrêmement important hein, de se dire les structures sur lesquelles on s'appuie, c'est soit on est capable de les défendre, de les emmener à se rapprocher de grosses communautés, de fondations, soit effectivement il va falloir que peut-être nous soyons cette canne, ce pilier qui va les maintenir en vie.
Alors, on va regarder les synergies stratégiques, c'est-à-dire comment l'open source, d'abord dans un premier temps, comment l'open source est un catalyseur pour l'open innovation, et puis après on fera l'exercice inverse, et de regarder un peu les socles et infrastructures technologiques. L'open source, les outils de collaboration, Git, GitHub, GitLab, les forges logicielles, les frameworks de développement, les standards ouverts, l'interopérabilité des solutions, ce qui est intrinsèque à l'open source, la réduction des barrières technologiques, sont des éléments qui permettent de fabriquer de la plateforme d'innovation ouverte, quelque chose qu'on va pouvoir mettre en commun, sur lequel on va accueillir nos partenaires pour venir construire ensemble. Donc partager ce code, c'est partager des idées, donc quelque part, on est bien en train de parler de synergie entre open source et open innovation. Maintenant, regardons le problème dans l'autre sens. L'open source comme catalyseur... Alors, pardon, c'est encore sur l'open source comme catalyseur de l'OI, au niveau des stratégies de convergence. Je parlais tout à l'heure d'inner source. L'application des règles et des pratiques de l'open source, des principes de fonctionnement de l'open source au sein de l'entreprise, la collaboration inter-équipe, la réutilisation de code, donc ce qui est les fondations de l'inner source, effectivement, l'open source comme vitrine technologique, c'est-à-dire je me sers de l'open source pour attirer des partenaires, des talents aussi, comme démonstration de la compétence technique. Je suis un acteur crédible, regardez ce que je produis, et le meilleur moyen de montrer sa réalité en termes de qualité de production, c'est d'ouvrir son code, c'est d'ouvrir ce qu'on réalise. Et quelque part, la démonstration finale, ça va être la construction de standards. La construction de réputation dans l'écosystème, et aussi dans l'écosystème qu'on veut se fabriquer. On va avoir aussi les plateformes d'innovation hybride, projets open source comme base de co-innovation, des communautés internes, externes, et puis des modèles économiques un petit peu différents qui sont spécifiques à l'open source, entre le freemium, le service, l'open core et ainsi de suite. Cette fois-ci, on regarde le modèle d'hybridation réussi, des exemples concrets. Donc là, on est encore en train de parler d'open source software. On voit, par exemple, les modèles d'entreprises. Alors, c'est souvent dans les distributions Linux qu'on voit ce genre de choses, comme Red Hat ou Canonical. Ils ont une stratégie open source plus service entreprise. Alors, ils ne le définissent pas de la même manière. Hein. Il y a une souscription obligatoire côté Red Hat. Il n'y a pas ce modèle côté Canonical qui est peut-être un peu plus orienté open source communautaire que Red Hat actuellement, hein, qui a un peu réduit sa façon de se positionner sur le marché entreprise sur l'open source communautaire, avec la fin de CentOS. Enfin, la sortie le fait que CentOS ne soit plus une distribution, mais un stream. Et le résultat, ça les identifie comme des leaders d'infrastructures socle en utilisant de l'open source. Des choses comme GitHub aussi. Là, on va avoir des plateformes collaboratives sur lesquelles et c'est pas pour rien qu'on le verra un peu plus tard, il y a des acteurs clés qui sont cachés derrière. Fabriquer ces plateformes collaboratives, c'est héberger du logiciel et quelque part créer un écosystème de développeurs mondial qui va probablement largement apporter de la valeur à l'entreprise. On a des cas comme Google qui produit un Kubernetes, un TensorFlow pour fabriquer, c'est ce que je disais, fabriquer du standard de facto, des écosystèmes sur lesquels vont se construire ce qu'on retrouve dans le monde de la CNCF, typiquement pour la partie cloud sur Kubernetes, et puis autour de l'IA qui effectivement vont devenir au cœur des solutions IA. Donc, oui, on parle de cloud et on parle d'IA évidemment, parce que ces domaines-là vont être des terrains d'incarnation, de mise en œuvre concrète de l'open innovation et typiquement aussi de l'open source. Et effectivement, il y a des monstres qui sont cachés derrière. Un IBM avec Red Hat, un Microsoft avec GitHub. Je l'avais fait aussi dans une vidéo. Les GAFAM ont évidemment compris les enjeux et les synergies open source, open innovation. Donc, les recommandations stratégiques pour les entreprises. Audit des capacités, identifier les domaines propices à l'ouverture, c'est-à-dire où est-ce que je peux me permettre de partir faire de l'open innovation. Infrastructure collaborative, investir dans les outils, mettre ces fameuses plateformes, ces structures, ces plateformes d'innovation. D'abord, ça va être des plateformes open source, peut-être, et puis elles vont devenir des structures idéales pour la collaboration en open innovation. Le développement communautaire, cultiver des écosystèmes externes. Donc là, c'est ouvrir son entreprise, ouvrir les portes de son entreprise dans une démarche communautaire.
Mettre en place de la gouvernance adaptative, c'est pareil, hein, j'ai fait une vidéo sur l'holacratie, ce sont effectivement des principes qui vont être très très couramment mis en œuvre dans les entreprises sur lesquelles on a avancé sur les sujets de l'open innovation. Équilibrer contrôle et ouverture, et puis mise en place de l'holacratie. L'innovation continue. Oui, en permanence, il faut maintenir en vie ce processus d'open innovation. On peut le faire en s'appuyant sur les projets open source. Une entreprise qui bénéficie d'innovation continue, d'une communauté quasi mondiale, elle alimente sa propre démarche d'open innovation. Alors, les recommandations stratégiques, les facteurs clés de succès. Il y en a 4. Un leadership engagé, avoir une entreprise dans laquelle la tête de l'entreprise, le pont, va être convaincu du principe. Une stratégie claire, comment on va y aller, avec quelle structure on va piloter ça, avec quelle gouvernance on va limiter les risques. Des objectifs qui sont clairs, alignés avec cette gouvernance, et puis des métriques pour vérifier qu'on suit bien les objectifs qu'on a fixés. Donc on va les regarder plus en détail. Le leadership engagé, il doit être engagé avant tout dans la transformation culturelle de l'entreprise. Modifier les mindsets, faire évoluer toutes ces fausses croyances ou ces croyances persistantes qu'il peut y avoir qui sont des freins à la mise en œuvre de l'ouverture. La stratégie claire. D'abord sur les problématiques de propriété intellectuelle, de bien définir, de bien gérer ces artefacts, ce qu'on fabrique, et sécuriser ces artefacts. Des objectifs alignés entre les parties prenantes, avec tous les acteurs avec lesquels je vais travailler, où je vais passer sur les principes d'open innovation, que je vais ouvrir mon entreprise, il faut être très clair sur les objectifs. Et quand on est clair sur la règle du jeu, souvent le jeu se passe bien. Bon, ça arrive qu'il y ait des gens qui cassent le plateau de Monopoly, mais souvent le jeu se passe bien. Et puis, les métriques adaptées, c'est forcément des métriques qui sont adaptées au modèle ouvert. Il va falloir savoir suivre des artefacts sur lesquels on travaille de façon ouverte. Alors, je vais conclure. Et puis je vais essayer de ressortir un peu les messages clés que je voulais que je voulais vous présenter en parlant d'open innovation. Déjà, le premier, c'est que l'open source, c'est pas seulement un modèle de développement logiciel, et c'est ce que je voulais montrer, c'est un paradigme d'innovation collaborative. Et on peut transformer radicalement les stratégies d'open innovation des entreprises par l'open source. C'est une porte à l'open innovation. C'est peut-être même l'une des principales portes à l'open innovation, parce que quelque part, elle en est aux racines. Le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est que il y a des principes d'hybridation réussis entre ces deux approches, et on permettent d'accélérer l'innovation, et élargir l'écosystème de partenaires, optimiser les investissements en recherche et développement, créer de nouveaux modèles économiques. Ce sont des enjeux qui sont à la fois les enjeux de l'open source et de l'open innovation. Et enfin, investir dans l'open source, c'est construire de l'innovation. Quand on met en place un OSPO dans une entreprise, on est en train de faire un pas sur la transformation, sur la modification de fonctionnement de l'entreprise, pour se mettre dans une démarche d'open innovation. Donc c'est en ça que je souhaitais conclure en disant, oui, il y a bien une filiation, oui, il y a bien des principes qui sont d'abord apparus par le partage sur des artefacts logiciels, sur des artefacts matériels plus tard avec l'open hardware, et qui deviennnes maintenant une généralisation, et cette généralisation des idées, de la valeur, des principes, des modes de fonctionnement, de l'organisation, c'est les principes qu'il y a autour de l'open innovation. Alors, je vous remercie, et puis je vous attends pour la prochaine vidéo sur Ultra Green, et puis je vous dis au revoir.